Bienvenue dans le Rendez-vous e-commerce, le podcast 100% dédié au e-commerce francophone. C'est parti pour un nouvel épisode du Rendez-vous e-commerce. Aujourd'hui, dans le Rendez-vous e-commerce, on reçoit Adrien Vessade, qui est le CEO fondateur de l'outil Clead.ai. Clead.ai, qu'est-ce que c'est? C'est une solution d'assistant IA tout en un, mais pour les sites e-commerce. Donc, il y a un agent conversationnel, il y a une suite d'applications sur mesure. Et l'idéal, c'est d'augmenter les ventes et puis d'automatiser le service client 24 heures sur 24. En moyenne, Clead annonce jusqu'à 6 fois plus de conversions, 85% de tickets en moins et 20% de satisfaction utilisateur. Donc la solution a déjà équipé des marques comme Moet Hennessy, LVMH, la maison Francis Kurkdjian, l'exception Huggies, ce qui la positionne clairement sur un segment e-commerce luxe corporate plutôt exigeant. Adrien, est-ce que c'est une bonne introduction ou j'ai oublié des choses? Oui, alors j'ai bien aimé, merci beaucoup, hein, pour ton explication, enchanté et cetera, très content d'être Bienvenue parmi Adrien. vous, pour cet échange. Ouais, très bien amené, j'aurais pas fait mieux. Ok, Et c'est vrai que bon comme bah tu le ça disais va. l'autre fois, un monde très exigeant, hein, le e-commerce, on pourra en parler, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de la techno évolue très vite, voilà, les marges et cetera sont pas toujours, les plus élevées dans tous les secteurs. Bon, après il y a différents sous-secteurs dans l'e-commerce, donc faut batailler, la concurrence est rude, faire venir les gens sur son site, ensuite pour convertir, donc j'aime bien le ta notion d'exigence, en fait, elle est hyper réaliste, quoi. Bah, en tout cas, c'est une notion d'exigence parce que c'est aussi c'est la survie qui veut ça. Parce que il y a encore quelques années, Émilie et moi-même, ça fait quelques années qu'on travaille dans l'e-commerce, on a vu l'évolution, enfin l'augmentation des coûts d'acquisition, de la concurrence. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, si tu veux être un e-commerce et en faire ton métier et que ça tourne, il faut s'adapter, quoi. Mmh mh. Mmh. Mais c'est vrai que ce sera intéressant peut-être de revenir sur ces sujets même après dans le podcast, bah, l'évolution, du marché des solutions et de l'IA, justement en ce moment. Qu'est-ce que ça peut apporter à tous ces enjeux, au niveau de la conversion, au niveau de l'expérience client. Voilà, il se passe tellement de choses aujourd'hui que c'est à la fois passionnant et à la fois, ça demande du temps de tout suivre. C'est assez épuisant. Et c'est un vrai sujet, ouais, c'est un vrai sujet pour les marques, les e-commerçants n'ont pas toujours le temps, de suivre tout ça et de savoir, OK, quelle solution est la plus pertinente par rapport à mes besoins, quoi. Et du coup, on va peut-être commencer par le commencement. Tu es enfin, comment est née l'idée de Clead et toi, t'en étais où, enfin, c'est quoi ton parcours un petit peu, jusqu'à ce que tu aies monté, Clead? Ouais, ouais. Alors moi, donc j'étais, originellement en finance avec une expérience, école de commerce, on va dire un peu classique. Donc j'étais dans tout ce qui est introduction en bourse, donc tout ce qui est lié à l'efficience des marchés financiers, et j'aime bien faire le parallèle entre le e-commerce et la finance parce que l'acte d'achat dans le e-commerce, pour moi, n'était pas, efficient. C'est-à-dire il manque une fluidité, comme on parle de seamless en anglais, seamless experience. Et justement, l'idée, avec laquelle je me suis tourné vers Clead AI, c'était de rendre cette expérience la plus efficiente possible, à l'image des marchés financiers qui sont toujours, dès qu'il y a une nouvelle sur le marché, hop, ils s'adaptent. Et ben, aujourd'hui, quand tu as un produit dans le catalogue qui passe en réduction, qui correspond aux besoins d'un client et cetera. Je trouve ça presque pas normal, que, le client à qui ça correspond n'ait pas une notif informé: «Ah OK», comme ça se fait un peu sur les billets d'avion, là, on peut mettre une alerte, des choses comme ça. Bah, je trouve que dans l'e-commerce, ça devrait être pareil. Il faudrait que telle personne à qui un produit correspond, qu'il ait une alerte. Et à l'inverse, on voit trop de choses. C'est-à-dire qu'il y a tellement de marques, de produits et cetera, on est un peu submergé sous les sites, on scrolle, on ouvre des tas d'onglets, on sait plus, comment naviguer à l'intérieur. Un peu à l'image d'ailleurs des boutiques. C'est-à-dire que quand on va Mmh. acheter quelque chose, on sait pas par où commencer. On va dans Ouais. un multimarque, un monomarque, on demande un pull, Caban machin, parfois le vendeur il sait à peine ce que c'est, il nous sort On un peu ressort avec des palmes. donc non, non, exactement, donc c'est ça, ouais, il faut, optimiser l'expérience client.
à la base en essayant de reproduire l'expérience boutique qu'on pourrait avoir sur une super expérience boutique, parce que c'est quand même il y a des expériences qui se passent bien, en ligne et sachant que pour moi un site en ligne, c'est comme une boutique sans, vendeur, tant qu'il n'a pas un outil comme Clear en tout cas et on pourrait pas imaginer rentrer dans une boutique sans vendeur. On se dirait: «Mais je peux OK, je peux pas poser les moindres questions», voilà donc voilà, c'est ce que Clear apporte, c'est une expérience en boutique la plus qualitative possible en ligne. OK. Donc tu venais pas du tout du domaine de la tech, à la base, hein, vraiment du financier. Tu as fait comment pour mettre tout ça en place? Parce que je suppose qu'au début, c'était une simple idée, et puis en fait, il y a quand même une lourde technologie derrière, je suppose? Oui, alors en fait, moi, quand j'étais dans ce qui est finance, IPO, j'accompagnais des boîtes, plutôt technologiques quand même, on va dire des PME, ETI, en France. Et on accompagnait à la fois le CEO, le CFO et les équipes opérationnelles, sur des enjeux, financiers. Il y avait aussi des aspects juridiques et aussi opérationnels. Donc ça permettait en fait de vachement bien comprendre en fait tous les enjeux d'une boîte, qui étaient la plupart du temps des boîtes tech. Voilà. Donc ça m'a donné déjà d'un premier, on va dire, une vision globale et un goût de justement, de monter justement moi-même mon projet, technologique, voilà et en fait, le besoin justement de répondre à ce que je disais tout à l'heure, la solution à trouver, pour moi, je faisais un peu le parallèle avec le monde de la musique, par exemple, qui vous permet en fait de trouver, parce que vous allez suivre tel artiste, parce que vous avez aimé telle ou telle musique et cetera, bah, ça vous proposait du contenu pertinent et en fait, dans la mode, il y avait pas ça et donc en fait, c'est via la mode que, parce que pour moi, la mode, c'est un peu le secteur le plus complexe parce qu'il y a plein de collections, il y a plein de produits, il y a plein de catégories, de sous-catégories, de motifs, de tailles, des réductions souvent et cetera. Et donc ça demandait, comme il y a une complexité, ça demandait un outil qui aide en fait à s'y retrouver là-dedans, un peu à cadrer les choses et à dire: «OK, moi, je préfère telle ou telle marque, tel ou tel style. Par contre, ça sert à rien de me montrer, des jeans à plus de 200 € parce que voilà, ça me paraît un peu délirant, voilà, ce genre de choses et donc comme ça, on perd pas de temps entre guillemets. Hem et donc voilà, c'est un peu le sujet et donc la technologie, était un moyen nécessaire, de fournir cette expérience-là. Donc à la base, c'était pas forcément de l'IA et puis très vite, ça a été, l'IA a été nécessaire et puis l'IA s'est développée, donc on parlait plutôt de machine learning, et de computer vision parce qu'en fait, il y a aussi l'image qui est utile dans le secteur de la mode, beaucoup plus que dans d'autres secteurs et donc l'idée avec l'image, c'était de reconnaître les, détails, d'un produit, qui ne sont pas forcément présents sur la fiche produit ou en tout cas qui ne sont pas hyper bien, définis. Et donc d'utiliser le machine learning plus la computer vision pour en gros faire le lien entre, des produits qui vont avoir des caractéristiques très précises, parce que la computer vision aura complété la fiche produit et de l'autre côté, des goûts utilisateurs qu'on va vachement bien capter. Pourquoi? Parce qu'on aura demandé à la personne s'il aime ça, s'il aime pas ça. Il aura rempli éventuellement, quelques questions et on va aussi traquer son parcours sur le site. Donc tout ça et même son historique d'achat. À la fois pour savoir ce qu'il aime, mais aussi pour savoir ce qu'il a déjà acheté et donc ça sert à rien de lui reproposer, le même, produit, s'il a acheté un trench beige, il y a 3 mois, c'est pas la peine de le remettre un, quoi. Voilà, donc c'est ce genre de choses qui font que le machine learning était l'outil le plus pertinent pour mixer, beaucoup de données qui se croisent dans ces 2 sujets-là. Et comme données, alors pour qu'on se rende, bien compte, ça veut dire quoi? C'est qui ne se trouverait pas sur la fiche, produit? C'est par exemple un col en V, du coton, une couleur en fait? J'ai du mal à savoir ce qui se trouverait pas sur une fiche produit en fait. Oui, bah, ça va être, alors maintenant les fiches produits commencent à se détailler un peu plus, alors il y a différentes notions. Déjà sur les marketplaces, ça va être moins détaillé parce qu'en fait les marques doivent déjà remplir leur propre Mmh. fiche produit, puis après elles doivent compléter pour, être présents sur les marketplaces et chacun a ses nomenclatures, donc ils y passent beaucoup de temps. Donc parfois ils disent: «Bon allez, je rentre ce que j'ai et puis tant pis» et donc parfois, sur certains sites, c'est pas hyper détaillé. Mais au-delà de ça, même quand c'est pas mal détaillé, l'analyse d'image permet d'aller beaucoup plus loin. Par exemple, des manches courtes, manches longues, la Ouais. forme du col,
les motifs, s'il y a un zip ou si c'est des Ouais. fermetures avec des boutons, si ça arrive au niveau de la taille ou si c'est plus long pour un manteau. Il peut y avoir aussi l'aspect, c'est-à-dire qu'il y a une couleur, mais il peut y avoir un aspect, si c'est mat, brillant. En fait, mine de rien, il y a quand même pas mal de choses, qui font que voilà, on peut aimer un produit ou l'autre, et même pas que sur ces aspects-là, mais au fait, c'est aussi le mix de tout ça ensemble qui fait qu'on va aimer un produit. Parce qu'on peut très bien être fan de, je sais pas, d'une couleur, je sais rien, l'ocre. On peut être fan de cette couleur-là, mais quand on le voit sur un produit qui va avoir des rayures, j'en sais rien, bleues, et ben, on va moins aimer. Enfin voilà, tout ça fait que, à force de l'avoir dit 2-3 fois, c'est-à-dire si j'ai liké des produits, qui sont unis, puis quand il y a ces couleurs, on va on va dire: «J'aime pas», l'outil de lui-même va capter au bout d'un moment que c'est la couleur qui a été l'élément, différenciant dans le choix. J'ai un peu de mal à comprendre et peut-être qu'il faut que je change, de manière de voir les choses, mais lorsque tu nous parles de recommandations, un peu comme dans la musique, tu as aimé ça, tu pourrais Ouais. aimer ça, qui est une excellente idée effectivement, alliée à la mode. Mais, si tu es sur le site, e-commerce d'une marque de mode, quelle qu'elle soit d'ailleurs, je te parle pas d'une marketplace, mais vraiment une marque de mode qui a, collection homme, collection femme ou OK. l'un des 2 d'ailleurs. Les recommandations en fait sont souvent déjà faites, soit pour, hem, tu vois, je sais pas si tu achètes un sous-vêtement ou un t-shirt, on va te proposer le pantalon qui match avec, tu vois? Ouais. Dans quelle mesure Cleed propose une meilleure expérience à l'utilisateur Mmh. pour une marque de mode donnée? Ou alors Oui. c'est pour des très, très gros catalogues et là effectivement le concept de, recommandation, statique marche plus très bien et du coup il faut le faire de manière dynamique. Si c'est bien comme ça que j'ai compris? Ouais, alors en fait, les outils qui sont présents sur le marché aujourd'hui, puis depuis quelques années, hein, il y a des outils comme, Target to Sell ou, il y avait Qubit à un moment, voilà, il y en a certains comme ça qui permettent en fait ou Algolia dans la search, qui permettent en fait ou même Sensual je crois, voilà, il y a quand même un paquet, qui permettent en fait dans l'expérience surtout de search, de pouvoir, te proposer les produits les plus pertinents, au début en top et donc ça, c'est basé sur, les recherches que tu vas avoir fait avant ou, une fiche product révisitée. Donc c'est un peu du tracking quoi, Ah c'est un peu d'accord, donc c'est OK, c'est dans ouais. mes navigations, c'est dans tout mon comportement de navigation extérieur à la marque en réalité? Ouais, ouais, c'est ça. Il y a aussi oui, on peut aussi avoir, des informations si c'est dans les cookies, qu'on peut réutiliser, de savoir sur quel site tu étais juste avant et cetera. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est basé sur un peu comme Criteo dans la pub, on va aller traquer l'action et on va dire: «Tiens, bah, vu qu'il a fait ça, on va supposer que». Alors que OK. Qlik, c'est une approche complètement différente en se disant: «Bah, au lieu de traquer», donc on peut nous traquer en plus, mais on va surtout lui demander, en fait. On va venir par du, voilà, «Qu'est-ce que vous cherchez en ce moment? Qu'est-ce que vous avez déjà? Qu'est-ce que vous pensez de cette suggestion? Oui, non, j'aime, j'aime pas» et cetera et avec vraiment du machine learning derrière qui va donc comprendre la donnée qualitative, et pas que quantitative. Donc ça va venir vraiment compléter, une expérience de tracking qui est pertinente, hein, et ça reste pertinent de voir que la personne a vu ça ou ça avant. On va essayer de d'affiner sur son persona. Mais je veux dire qu'avec de la donnée qualitative en plus, on va récupérer plus d'infos. Donc ça, c'est le premier point et le 2e point, c'est que l'expérience, elle est complètement différenciante. Donc là, je parlais de la search. Donc la search, c'est un peu, il y a pas beaucoup de marge de manœuvre, quoi. Au mieux, on va te positionner un produit avant l'autre et puis c'est fini. Alors que l'expérience client, c'est en fait, le site interagit avec toi. C'est comme si tu avais, un vendeur qui va pouvoir te poser des questions s'il a besoin d'une information, toi tu vas lui donner des inputs et cetera. Donc c'est vraiment dans l'échange, D'accord. ce qui n'est pas le cas d'une search qui va être, un peu boostée avec un Target to Sell ou un Goliath, quoi. Donc Ouais, voilà, donc là, donc on ça n'est c'est pas du tout dans quelque chose, en fait, ce que nous, on connaît un petit peu, l'assistant conversationnel où on va être très actif dans notre démarche, on va lui poser: «Ben, tiens, ouais. j'aimerais un pull, vert». Ce que Mmh. vous proposez, c'est là, votre assistant, conversationnel, il est presque actif. C'est C'est lui ça. qui va aller poser des questions, puis qui va même, enfin, pour essayer de créer un petit peu le produit, en tout cas de déterminer le produit, parfait. Donc c'est un petit peu une autre démarche et ça et c Mmh. du coup, ça fonctionne comment? Quand on arrive sur un site,
on a, il ça le l'assistant, il se trouve au même endroit, en bas à droite de la fenêtre. Il s'ouvre et il pose directement une question? Ou bien ça fonctionne sur Mmh. une sorte de pop-up qui arrive et puis qui pose directement des questions? Ouais. Alors en fait, on a différentes approches, tout est possi on a plusieurs cas d'usage. Donc on va avoir, le premier cas d'usage qu'on avait mis en place, c'était: je pose des questions à l'utilisateur. Voilà: «Est-ce que vous êtes un homme, une femme? Est-ce que vous voulez plutôt», comme un peu un product finder, où je vais, rentrer par, voilà des boutons d'options. Et à la fin, basé sur tout ça, je vais lui proposer, des produits qui vont le plus correspondre à son besoin et en même temps, en traquant par rapport à ses pro aux produits qu'il aura vus en parallèle sur le site, donc pour faire remonter le plus pertinent entre ce qu'il aura vu en tracking et ce qu'il aura donné en qualitatif. Donc vraiment en mixant les 2. Donc ça, c'est la première approche. Donc c'est un peu, type product finder et cetera. Et la deuxième approche, c'est plutôt à l'inverse, je vais demander à l'utilisateur par du conversationnel, un peu à ChatGPT, la personne, voilà: qu'est-ce que vous voulez voir aujourd'hui? Comment je peux vous aider?» Et donc là, la personne va rentrer plutôt par un input. Donc là, ça marche mieux si la personne sait un peu plus ce qu'elle veut. Parce qu'en fait, chaque personne peut avoir différents actes d'achat. Parfois, on sait ce qu'on veut et donc dans ce cas, la partie la l'expérience B correspond mieux. Et si on est un peu plus, en disant: «Tiens, bah, proposez-moi des choses», un peu comme on aimerait avoir parfois un personal shopper sur les sites, et bah, là, c'est l'expérience A qui correspond mieux. Et donc nous, en fait, on fait les 2, hem, l et on est capable aussi aujourd'hui de mixer l'art de décision, donc l'option avec des boutons là, avec du conversationnel. Et ça pareil, on est parmi les seuls sur le marché à pouvoir faire ça. Donc voilà, donc les LLM ont bien aidé, sur cette, sur cette expérience e-commerce. Donc dans les 2 approches, donc à la fois, on va dire product finder ou juste question ouverte. Et sachant qu'aujourd'hui, on est capable de le faire aussi dans de l'omnicanal, donc on peut le faire dans du WhatsApp Business. Maintenant, on est en train de mettre en place aussi avec la voix. Donc ça booste encore l'expérience, encore plus immersive. On avait aussi développé, la feature vidéo, donc qui permet à des vendeurs en boutique de pouvoir prendre le lead sur un chat pour montrer les produits comme si on était dans une boutique. Donc ça, c'était une feature qui était bien, boostée, bien à la mode pendant le covid notamment. Depuis, c'est moins un must have, on va dire, mais c'est quand même dans le luxe, c'est quand même super quand on achète un sac à 2 000-3 000 € ou un autre produit assez cher, de l'avoir bien vu et que le vendeur ou la vendeuse ait bien montré le produit sous toutes ses coutures, quoi. Et moi, j'ai une question, enfin, j'en ai plutôt 2 d'ailleurs, mais je vais commencer par la première. C'est que là, tu as parlé de WhatsApp Business. C'est vrai que c'est un usage qui se développe de plus en plus dans le e-commerce. Mmh. Est-ce que, par exemple, vous faites les relances paniers? Si jamais moi j'ai interagi avec le site et puis, j'ai une recommandation produit, comme, tu nous as expliqué que Clead, pouvait faire, Mmh mh. eh bien, est-ce que bon, bah, imaginons que j'ai ajouté le produit au panier, puis voilà, je voulais checker les frais de port de enfin, tu vois? J'ai ajouté au panier juste. Ouais. Et est-ce que du coup, par exemple, toi, tu as des systèmes de relance de panier via WhatsApp? Alors, la relance panier justement, c'est drôle, c'est un sujet dont on a échangé il y a pas longtemps, avec une marque. Et en fait, donc nous, l'outil permet depuis la box, en fait, le chatbot, de Ouais, pouvoir ajouter directement depuis un carrousel un produit au panier et de pouvoir OK. même traquer qu'un produit a été ajouté au panier, soit depuis, la box, le chatbot, Soit soit depuis la page produit? ouais, c'est ça. Et depuis la page produit, mais en étant venu du chatbot. Parce que nous, à la Ouais, limite, les ajouts paniers, juste faits depuis le site, à la limite, pour la partie chatbot, on n'est pas enfin, c'est pas censé nous on n'est pas censé les intégrer ouais, dans bien nos sûr, ouais. KPI de performance. Donc voilà, on source, en fait, les ajouts paniers depuis directement un carrousel produit, s'il y a le petit add to cart qui est présent en bas du carrousel, et ceux qui sont venus depuis, le chatbot vers la page produit. Et en fait, le fait de relancer, nous, on a toutes les infos, nécessaires pour pouvoir le faire. En fait, l'intérêt aussi d'un chatbot, c'est que, en fait, c'est un tag JavaScript qui s'installe, juste un copier-coller qui se met dans Google Tag Manager ou dans, le header du site ou même dans Shopify, dans, Ouais, bien sûr, ouais. la partie, thème là, Liquid. Donc c'est voilà, c'est un copier-coller concrètement. Et en fait ça nous permet, au-delà d'afficher un chatbot en bas à droite ou, maintenant ça se met même dans les fiches produits et cetera, de pouvoir justement ajouter des éléments un peu partout. Et c'est ce qu'on commence à faire de plus en plus, donc dans les fiches produits.
Donc typiquement un petit clause, un petit bloc où heu, on peut en fait, commencer à poser une question prédéfinie sur un produit ou commencer à écrire sa question directement dans la fiche produit. Donc pour bien faire comprendre à l'utilisateur que le petit chatbot en bas à droite, c'est pas le chatbot de la SNCF qui vous dit, 3 fois de suite que je sais pas, qu'il a pas compris en fait. Donc on Voilà. va vous contacter dans quelques Et minutes. comment? On va vous répondre dans quelques minutes. Ouais, c'est ça, ou Bon, ça, c'est un gros les avantage, hein. C'est vrai on en a pas trop, enfin, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais moi, je trouve que les chatbots IA, enfin, en tout cas, ceux qui sont alimentés, ceux qui ont des presets, donc des questions déjà préenregistrées ou alors conversationnelles, où on peut vraiment interagir. Au-delà d'avoir des recommandations sur les produits, éventuellement des relances d'ajout de paniers abandonnés quand c'est possible. Moi, je trouve qu'il y a un avantage énorme et c'est assez sous-estimé quand je discute avec des personnes comme toi qui ont un chatbot de ce type. C'est justement la disponibilité de la réponse. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des sites e-commerce, en fait, ils ont pas assez de trafic ou pas assez de ressources pour avoir quelqu'un sur le chatbot qui répond à la seconde. Donc en mmh, réalité, les chatbots, qu'est-ce qu'ils font? C'est laisse-moi ton email et puis on te recontactera plus tard, ce qui n'arrive jamais en réalité, ou alors beaucoup trop tard. Et donc là, l'avantage, c'est qu'au moins tu as une réponse, quelle que soit ta question, dans les 5 secondes, quoi. Donc ça, c'est mmh, déjà pour moi un bénéfice énorme pour un site mmh. e-commerce, quoi. Parce que Ouais, ça garde le visiteur ou la visiteuse plus longtemps. Il y a un échange qui se fait. Alors même si la personne elle est consciente que c'est une IA, peu importe. En fait, à la fin, elle veut une info. Elle n'a pas envie de la chercher dans les pages obscures où on va jamais, quoi. ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai et puis, donc voilà pour l'ajout, panier, la relance, nous avec le tracking qu'on a en place, on utilise pour info Matomo, qui est comme un Google Analytics mais un peu plus ouvert, et cetera. D'ailleurs pas mal de marques sont passées sur Matomo parce que GA4 était un peu plus difficile. Heu et donc en fait, vu qu'on traque tout ça, on a un user ID et cetera par personne qui utilise le chatbot, en fait, on est capable de le suivre dans son parcours et donc de lui pousser à un moment donné une relance d'ajout panier, s'il faut, en fonction des paramètres que souhaite la marque. Donc voilà, pour répondre à ta question, ça c'est quelque chose, justement qu'on aura en prod d'ici peu. On en avait parlé justement il y a pas longtemps, avec un client. Donc voilà et tout ça, ça fait un peu écho avec, hem, par exemple la feature qu'on avait mise en place et qui est dispo pour nos clients de, pouvoir intégrer dans une newsletter, le fait que le site s'ouvre avec le chatbot ouvert et donc quand tu es sur mobile, tu es directement dans l'expérience du chatbot au bon endroit. Donc par exemple pour du suivi sur les retours, où en est mon retour, où en est ma commande et ben ça, en fait, on est même capable d'ouvrir le bot et que le bot ait pré-répondu, à l'email ou au numéro de commande pour arriver directement à la bonne réponse, savoir où ça en est. Donc ça, c'est un exemple, après, bah, maintenant on va être, intégré là sur Shopify donc en gros, toutes les données des API de Shopify, pourront être, disponibles dans notre outil, donc typiquement sur le suivi de commande et cetera. Hem et en fait, on s'intègre de plus en plus avec, tous les CMS et les CRM du marché, mais de manière native, sachant qu'à la base, déjà, on peut s'intégrer par API, donc ce qui permet de résoudre le point. Donc souvent, quand une marque nous dit: «Ah oui, mais est-ce que nous, on peut se plugger sur notre CMS?» et cetera. En gros, dans 98 des cas, la réponse est oui, parce que la plupart des CMS du marché ont les bonnes API qu'il faut, pour pouvoir s'y connecter Ok. et même on est d'ailleurs capable de le faire, on l'a fait il y a pas longtemps sur un client qui avait pas forcément, d'API sur son catalogue produit, et donc on était en mesure de faire des requêtes, régulières pour aller justement récupérer la donnée de son catalogue, on va dire, toutes les 24 heures parce qu'il savait qu'il y avait pas un écart énorme, toutes les 24 heures et tout ça, ça renforce le sujet qu'aujourd'hui l'IA doit être, toujours le plus multimodal possible. C'est ce que fait d'ailleurs OpenAI, hein, c'est-à-dire qu'il s'intègre le plus maintenant dans les outils, hein, dans les agendas, donc nous, c'est exactement ce qu'on fait, c'est, on va s'intégrer à différents, endpoints, dans le site. Donc on n'est pas que
le chatbot en bas à droite, on est intégré dans les fiches produits. On a aussi un outil, admin dans lequel, les équipes de service client peuvent, déjà répondre à leurs utilisateurs, et avoir aussi une option copilot pour les aider à pré-rédiger leurs réponses pour gagner du temps. Et donc ça, on l'a sur nos outils depuis longtemps et maintenant, du coup, on l'intègre sur, des solutions qui sont, que les des CRM, que les marques ont déjà à la base. Comme ça, au moins, ils vont OK, pas changer d'outil. Et est-ce OK. que tu peux nous partager un cas, concret d'un de tes clients? Vous avez travaillé quand même avec des belles marques où, Creed a eu vraiment un impact, mesurable sur le chiffre d'affaires? Parce que le but Oui. finalement, si on installe, ce type d'outil, c'est quand même qu'il y ait un retour sur investissement et que est-ce que tu as un cas à nous présenter, une success Une story? success story? C'est vrai que, là, pile en ce moment, là, j'étais dedans hier, je faisais un débrief à la marque. Là, on bosse notamment avec la maison Francis Kurkdjian de LVMH, dans le parfum et donc Parfum haut de là, gamme. parfum haut de gamme, ouais, ouais. Très belle maison, une belle collection de produits, et en fait, donc ce gift finder, il permet de trouver le produit idéal pour la bonne personne, donc voilà, pour un cadeau, donc avec pas mal de questions. Donc sur les familles olfactives, est-ce que c'est eau de toilette, eau de parfum, élixir, et cetera? Quelles sont les senteurs? Est-ce que c'est ambré, boisé, voilà? Quel est le niveau de budget? Enfin voilà, pas mal de questions qui ont été revues avec la marque, heu, qui ont été traduites dans différentes langues, parce que c'est sur, 5 pays différents Et du coup, et c'est assez intéressant parce que tu as parlé là d'une marque de luxe. Est-ce que l'approche, elle est différente? En tout cas, votre approche, elle est différente quand vous abordez une marque de parfum de luxe ou quand vous travaillez dans d'autres secteurs comme le f la food ou la mode? Où aujourd'hui, finalement, tout le monde utilise l'AI et c'est normal? je pense que dans le luxe, il va y avoir une attention un peu plus, particulière, un peu plus développée, ouais, sur chaque élément. On va essayer de même les traductions, on va les revoir et cetera. On va faire revoir par une équipe traduction. Le visuel aussi, on va essayer de le faire coller, le plus précisément possible à la charte graphique du site. Ce que des sites, hors luxe vont pas forcément, voilà, si c'est OK, ça va, voilà. Donc il y a ces niveaux, on va dire, visuels, wording, tone of voice, tout ça qui vont être beaucoup plus élaborés sur du luxe. Voilà et après, pour tout ce qui va être multisectoriel, hem, ce qui est intéressant à voir, c'est que les IA avec les LLM, donc l'IA générative, permet d'adresser de manière assez qualitative un nouveau secteur directement, sans avoir forcément, fait un gros apprentissage, on va dire, manuel. C'est-à-dire qu'il va se nourrir d'une base de connaissances, il va se nourrir des données du site, donc après je pourrais détailler comment ça marche, quelles sont les données qu'on intègre, que de quoi l'IA se nourrit. Mais en fait, basé là-dessus, les outils d'IA générative sont très performants pour adresser un nouveau secteur et être expert là-dessus, quoi. On a fait un use case, bon là, c'est un peu hors e-commerce, mais dans le juridique, par exemple, dans le secteur juridique, pour aider en fait les agents immobiliers, à, être formés, hem, justement parce qu'ils ont des obligations légales de suivre des formations et cetera. Donc on a fait tout un outil un peu abonnement avec un paiement Stripe au début, un format d'abonnement SaaS et ensuite, un diplôme à la fin, un temps, passé, parce qu'il faut valider aussi que la personne ait passé 14 heures ou je sais pas combien d'heures, selon les cas. Bref, et là-dessus, on lui a donné les données de Légifrance, donc là, c'est de la donnée très juridique, plus des bases de connaissances, PDF et cetera, que, le client avait à gauche, à droite dans ses données et basé là-dessus, l'outil, était, meilleur qu'un expert juridique parce que, la réponse était hyper structurée, pas une erreur, pas une faute d'orthographe, Rapide, pas cher. rapide, pas cher, voilà tous les avantages. Voilà, on a même un de nos clients, alors là, c'est un peu différent, mais ça reste dans l'éducation. Une marque s'appelle ARBS, l'autre c'était Pharmacast. Donc ARBS, par exemple, eux, c'est dans l'éducation et c'est, comment voilà,
pour les enfants qui sont dans les collèges et lycées, qui se revendent les livres d'une année à l'autre et souvent c'est un peu compliqué, ça va un peu dans tous les sens et c'est du sur place, en physique, tout ça et eux, ils ont digitalisé tout ça. Donc ils bossent avec plein de collèges, lycées en France, partout et c'est hyper compliqué à comprendre leur offre, même en interne. Ils forment des gens, pour, que les périodes un peu charnières de juin, juillet et cetera et ces gens-là, pour les former, c'est hyper compliqué, parce qu'il y a plein de trucs à savoir et en fait, bah, l'outil, une fois qu'on l'a donné, bah, ils nous ont dit: «En fait, votre outil, il répond mieux que nos agents, internes». Voilà, donc voilà, dans des nouveaux secteurs, quand on donne les bonnes informations, ça devient très pertinent. Et il y a un autre point aussi à noter là-dessus, je vais encore sortir un exemple qui n'est pas du e-commerce, je suis désolé, mais par exemple, une Ça collectivité sera en Bretagne. coupé. Comment? Je Je fais plaisante. au montage, on garde que le e-commerce. Ne Non, pas je e-commerce, ne plaisante, passe vas-y. pas bon. Meduzan, ne passe pas, hors e-commerce et donc du coup, c'est une collectivité, donc là, c'est Courbevoie et en fait, par exemple, donc la ville, hein, la mairie de la ville et donc par exemple, eux, à un moment, ils faisaient leurs tests, quand on a fait la première version, tout ça, et ils ont dit: «Ah trop bien, franchement et tout, trop bien les toutes les réponses». Ils ont dit: «Il y a un détail, c'est quand on a demandé sur, le marché, je sais plus la question, les horaires ou l'adresse de tel ou tel marché», parce qu'ils ont plusieurs marchés dans la ville. Ils ont dit: «Bah, là-dessus, je sais pas pourquoi sur les marchés, ça donne pas la bonne info» et en fait, on a un peu creusé et en fait, c'était parce que le site, en lui-même, dans la structure SEO, donc les H1, H2, H3 qui permettent en fait de mettre des titres, sous-titres et cetera et ben, en fait, avait un problème et donc n'était pas bien structuré et donc forcément l'IA, si par contre on lui donne pas une info avec, si on lui dit il y a un titre et puis après on lui met plein de blocs avec des choses qui n'ont rien à voir, du coup ça va l'embrouiller, il se dira: «Bah ouais, mais on m'a dit que c'était tel titre et on parle de tel sujet», donc en fait l'IA ne se trompait pas. Elle disait juste, elle se débrouillait avec une info qui était erronée. Mmh. Enfin erronée, Ah, c'est dans le intéressant sens ça. où dans Ouais. le sens où la structure n'était pas bon voilà, c'était juste, 1-2 pages, hein, le site était Mmh. bien voilà. Mais en tout cas, ça leur a permis du coup d'identifier un problème de SEO, sur leur site. Donc du coup, ils étaient encore plus contents parce que non seulement ils ont vu que c'était pas, l'erreur ne venait pas de la capacité de l'algo de Clean à trouver l'info, mais non seulement ça et en plus ça les a aidés à résoudre un petit problème de SEO. Et Pas du coup, mal. c'est assez, intéressant, pour toi, c'est quoi la plus grande erreur, que tu observes parfois, chez les marques qui déploient un chatbot ou une IA, conversationnelle? Là, on se rend compte que le site, tout ce que l'IA va scanner, en fait, doit être quand même irréprochable, non seulement en termes de qualité, mais en termes de hiérarchie aussi. En fait, Oui. quand on se plante avec une IA sur un site e-commerce, ça vient d'où? À quoi on doit faire attention? La plupart du temps, nous, quand on fait entraîner sur les sitemaps des sites, de nos clients, généralement, il y a pas trop de problèmes comme celui que j'ai décrit, hein. Ça, c'était un exemple qui reste assez isolé. Anecdotique? Ouais, anecdotique, voilà. Donc en fait, nous, ce qu'on va faire, on va prendre la sitemap du site, on va la réentraîner régulièrement. Ça, c'est une nouvelle feature qu'on a, depuis quelques mois. Au lieu de lancer manuellement un apprentissage, en fait, chaque jour, il va y avoir un robot qui va voir si des pages ont changé et si oui, il va la réapprendre et il va juste rajouter cet élément dans la base de connaissances. Mmh. Qu'avant, il fallait le faire manuellement, dans notre Ouais, première d'accord. version, il fallait faire manuellement et il fallait réapprendre tout, en fait, d'un coup, on pouvait pas rajouter. Donc ça permet à la solution d'être beaucoup plus scalable et beaucoup plus légère en consommation, donc finalement en coût, même en tout ce qui est RSE et cetera, donc on essaie toujours d'avoir un regard, là-dessus parce que ça reste important. Donc voilà, sitemap, mise à jour régulière et après ça va être, bah, la base de connaissances qu'on peut avoir dans un CRM, donc tous les échanges qu'on peut avoir avec les clients existants. Et Là, on découvre, que Clead.ai, c'est une solution qui est vraiment, étendue en termes d'usage et en termes de possibilités. Donc là, par exemple, c'est vrai que quand on se rend sur le site et qu'on va voir, le type d'application qui est proposé, les usages, on a, l'agent IA de service client, l'agent IA de conseiller de vente, ouais, il y a le WhatsApp Business, il y a les appels vidéo en magasin et on a aussi le widget de conseil de taille pour la mode, j'imagine. C'est très complet, c'est une suite, on pourrait dire ça d'ailleurs. ouais. Est-ce que c'est pas difficile à vendre? C'est-à-dire que toi, quand tu vas présenter Clead.ai à un e-commerçant,
Qu'est-ce que tu lui dis? Mmh mh. Ouais, non, c'est intéressant. Bah, justement, nous, on se décrit, tu as parlé de suite, c'est justement un mot qu'on avait failli mettre dans notre tagline, la suite d'applications, ou, multi-applicatif. En tout cas, on est un assistant conversationnel, même si c'est pas toujours dans la conversation, mais c'est dans des arbres de décision, des choses comme ça, mais on est, voilà, un assistant conversationnel multi-applicatif, dédié, essentiellement au e-commerce, mais aussi au corporate, avec une approche 360. Notre, cœur d'application, ça reste quand même la recommandation de produits et le service client. C'est les OK. 2, on va dire les 2 features clés, voilà, par lequel souvent une marque va C'est entrer la porte d'entrée, et ouais. voilà, c'est ça. Après, typiquement, le comment dire? Le conseil taille, on l'a développé parce que des marques avec qui on bossait déjà nous ont demandé si on pouvait le faire. Et on dit: «Bah, ouais, OK, on va prendre les matrices, on va un truc» et donc on l'a fait de manière assez, custom et après on l'a fait custom, mais derrière avec une approche de scaler et de pouvoir le répliquer pour d'autres marques. Mmh. OK. Donc ça on l'a fait. Le Gift Finder, en fait, c'est un peu l'équivalent d'un Product Finder qu'on avait déjà fait, donc finalement ça, c'est les structures applicatives qu'on va pouvoir reprendre. En fait, c'est comme si on imagine des briques fonctionnelles et en OK, fait, on oui, va à bien chaque sûr. fois essayer, quand on développe une brique, de la pouvoir la rendre scalable et la réutiliser dans d'autres approches. Hem et donc c'est ce qu'on a toujours fait et après ça arrive aussi de se dire: «Bah, OK, telle feature là, c'est complètement hors scope» et donc là, on a regardé si on pouvait pas intégrer en API des solutions tierces. On avait notamment, échangé avec la solution Visual dans la création de en fait, de mannequins. Donc c'est on choisit un mannequin, on voit comment le produit va rendre et cetera. Donc voilà, ça c'est des cas d'usage qu'on avait explorés pour pouvoir en fait, justement, voir comment on peut intégrer des solutions en partenariat. Mais voilà, la solution, elle reste hyper focus sur ces 2 features clés, parce que c'est ce que le marché, veut, souhaite et cetera et puis on l'a vu là avec, ce qui se passe avec, les IA génératives, avec, ChatGPT, sur le fait que maintenant c'est intégré dans Shopify et cetera. On voit que le marché en fait, il y a une grosse vague, là-dessus, d'usage et des gens qui disent que, ça va remplacer, les sites internet, que les gens vont même plus avoir besoin d'aller sur les sites, et cetera. Bon là, c'est une vision complètement, manichéenne, on va dire, du sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on avait bien senti, avant même qu'il y ait ChatGPT, ce besoin de fournir des outils aux marques, basés sur l'IA et sur le conversationnel pour rendre l'expérience, Ouais, bah, bien sûr, ouais. fort et donc on s'est Ouais, la moi je plus pense qu'on a fait le optimisée, bon la plus choix. durable. Ouais, je pense qu'on a fait le bon choix, de se focus assez vite sur ces 2 aspects, service client, recours produit, dans le conversationnel et voilà, on a d'autres briques, fonctionnelles qu'on peut venir plugger, mais qui sont clairement moins notre cœur de métier, mais qu'on fait très bien. Bah, Clean.ai travaille avec quelques marques de mode, Mmh mh. donc j'imagine que régulièrement tu échanges avec, les personnes qui sont tes interlocuteurs au sein de ces marques. Est-ce que donc qui sont des marques e-commerce par ailleurs. Est-ce que, c'est quoi ton regard sur l'évolution des marques e-commerce dans la mode ces 12 à 24 derniers mois, ces 2 dernières années? Est-ce que tu as un Ouais, regard? C'est OK si tu en as pas, hein? non, 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 mais si, si, bien sûr. Bah, d'ailleurs, ce matin, j'assistais, tu vois, c'est on ne peut plus d'actualité parce que ce matin, j'assistais à un webinaire de la FEVAD sur, la mode et l'IA. OK, Tu vois, donc on est intéressant. pile dans le sujet. Hem, Bah, d'ailleurs, bah, une des stats, moi, qui m'a marqué, c'est vraiment, en fait, il y avait un graphe, hein, je vais essayer de le résumer, même si on le voit pas visuellement. Mais en gros, il y avait la période covid avec un boost incroyable des ventes de mode. Je crois que ça faisait du +20, +30% par semestre en 2020, voilà. Sortie de covid, là, grosse chute, -30% par semestre sur le deuxième semestre 2020, je crois, premier semestre 2021. Que, 2024. Mi-2024, tout ça, ça a été décroissance, décroissance, décroissance. Donc, il y a plein, plein de marques qui ont eu des difficultés. Certaines malheureusement qui ont pas tenu le coup, d'autres qui sont réussi à s'en sortir. Bah, notamment L'Exception qui est un de nos clients historiques,
qui a réussi, quand même à bien sortir, son épingle du jeu parce qu'il y a finalement un groupe hongkongais qui les a rachetés en rachetant aussi, Smallable et With The New. Donc voilà, beaucoup de marques, ont eu des difficultés, des marges plus tendues. En fait, il y a eu plusieurs phénomènes. C'est-à-dire qu'il y avait donc la crise financière qui faisait que, bah, plus compliqué, pour tout le monde, les prix, augmentation des prix, d'achat, matières premières et donc du coup dans les prix, des fournisseurs de matières. Il y avait, bah, des problèmes de stock, hein, qu'on connaît. C'est-à-dire que, il faut qu'ils s'engagent sur des montants qu'ils pensent vendre, mais en même temps, il y a moins de ventes. Donc est-ce qu'on achète moins et après on n'a pas de stock si jamais les gens veulent acheter? Donc c'est toujours le un peu le nerf de la guerre aussi, le problème de stock. Ça, c'est Heu, vraiment ouais. ouais et puis après il y a les Parce que marketplaces. quand on a trop, quand tu en payes trop, ça te met en Ouais, danger, mais c'est des coûts, faut le hem, stocker, si tu arrives pas à les ouais. revendre et cetera. Mais quand on a pas assez, ton chiffre, il baisse aussi. Moi, je le remarque, sur, certaines Ouais, marques où vraiment quand tu commences à avoir des tailles en moins, mais ouais, tu as encore une belle offre, mais tu as des tailles en moins, ouais, là c'est ça ça fini. ça ça Ouais. Après il y a des on peut les stocks peuvent se revendre et cetera à plus bas prix, mais bon. Mais en tout cas voilà, et ouais, donc tu as, le problème de stock, le problème de prix, et en plus, c'est un secteur qui, à la base, avant même ces sujets dont on parle, c'était un secteur déjà un peu tendu. Parce que pour vendre un t-shirt, je sais pas, 40 € ou même 20 €, si on additionne le coût de matières premières, le coût pour faire, l'acquisition et cetera, souvent les marques, elles ont déjà une marge qui était déjà assez minime à la base, avant même cette crise-là. bien Donc sûr, hein. voilà et puis hyper concurrentiel. Combien de marques se sont lancées dans les années, 2018, 2022? Bon après peut-être que voilà, on avec la crise, peut-être que ça a limité, mais quand même, il y a eu beaucoup de marques qui se sont créées. Donc grosse compétition sur le SEO pour faire venir du monde sur son site. Voilà et puis après il y a eu l'avènement de la seconde main qui a baissé. Ça a été une grosse, révolution quand même, hein. Ouais, voilà, qui s'est pas mal développé aussi, bah, pendant le covid. Vinted, qui est en top des ventes, c'est toujours le site numéro un dans les ventes, de mode, en France. L'effet quand même c'est bien fait sentir là et puis maintenant il y a aussi, une concurrence un peu plus, «malsaine» entre guillemets des Shein, Temu et cetera qui, Clairement, mais mmh, qui prennent des parts de marché, en fait, ouais, peut-être plus importantes que celles qu'on pense, qu'on penserait, en fait. Qu'on aurait suspecté, à la Qu'on base, aurait ouais. non, non, c'est Mmh. vraiment non, mais Ouais. c'est surprenant parce qu'ils arrivent quand même à driver du trafic. On pensait que ouais. c'était vraiment des produits que entrée de gamme et puis en fait, moi récemment, j'ai eu l'occasion d'aller, regarder sur leur site et non seulement l'expérience de navigation, l'expérience, utilisateur, elle est très bonne parce que c'est bien organisé. Quand tu passes la Mmh souris mh. sur un produit, tu as une vidéo, immédiatement sur quasiment tous les produits. Enfin, ils cochent vraiment énormément de cases et Mmh. puis surtout, ils sont, hyper compétitifs sur les prix. Bon, ça, on le savait, mais sur des segments de marché, sur des segments de prix qui sont en fait pas enfin, qui sont pas que du bas de gamme, en fait. Mais l'expérience utilisateur, a, je pense aussi, réussi à driver des visiteurs et des clients potentiels qui sont pas nécessairement, consommateurs de produits entrée de gamme de base, quoi. Mmh. Ouais, c'est ça et c'est exactement ce que fait, ce que met en place le BHV là, hein, qui fait venir, Shein, dans ses locaux, qui fait un peu entrer le Ouais, le loup dans la bergerie. bah, en fait, le la stratégie ouais, la stratégie part d'un principe très, 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 on va dire, scientifique ou cartésien de dire: «Eux, ils drivent du trafic énormément en ligne», parce qu'après, c'est un fait de dire qu'il y a beaucoup d'achats, c'est pas faux. Voilà, mathématiquement, si on met, Shein, dans un dans une boutique, on peut se douter effectivement que ça va reproduire le même effet, bon. Mais, voilà, de raisonner juste mathématiquement et pas éthiquement et au-delà de ça, moi je pense aussi qu'une personne qui achète du Shein, est-ce qu'elle va derrière aller acheter un slip, français à des Ouais, prix c'est ça. qui C'est va aller pas moins du tout le cher? même message, en fait, hein, je crois, mais Voilà, donc je suis pas convaincu du principe, de faire venir, en fait, une clientèle qui va acheter, hem, des produits, je sais pas si c'est un t-shirt, ça vaut 3 4 €, je connais pas les prix, j'avoue que je sais même pas, mais je pense que ouais, c'est dans cet ordre-là, mais hein. je pense que c'est ça, voilà. Est-ce que c'est la même personne qui va s'acheter,
une crème, chez M, la marque M, elle a dit aussi qu'elle partait là, qui doit valoir aussi un prix, enfin c'est assez quali quoi, donc est-ce qu'elle va acheter une crème chez M, est-ce que c'est la même personne? Je suis pas sûr. Mais voilà, au-delà de ça, éthiquement, je pense que c'est pas une bonne stratégie et il se prend finalement heu, le bâton, Moi derrière. Donc moi, je pense qu'il voulait faire un coup de com' et puis qu'il a été un peu, ah ouais, c'est surpris un bad par buzz, ouais. l'ampleur. Là, pour un coup de buzz, c'est du bad buzz, puissance, 10 000. Mais c'est ouais, après on dit le bad buzz, c'est du buzz, ça reste du buzz, je sais pas quoi, Mmh. mais là, je pense que c'est tellement Bah, du là bad buzz que c'est là, c'est quand même des partenaires stratégiques qui se désolidarisent, donc voilà, c'est pas juste des mauvais articles de presse, quoi. c'est ça. C'est Hem, ouais, c'est opérationnel, c'est pas juste du média et tout ça, ouais. Donc ouais, non, en tout cas, la mode et l'IA, voilà, voilà, nous, on a intégré, l'IA dans la mode parce que grosse complexité, de gérer ce secteur et je pense que ça enlève, en fait, une charge mentale à l'utilisateur final, heu, parce que l'IA va, entre guillemets, faire cette sélection, faire ce choix. Après, il y a toujours cette question de dire, est-ce qu'on n'est pas en train de devenir lobotomisé par les IA? Bon, je pense pas, là, le vrai sujet, c'est non, mais ouais, je pense que les gens sont aussi, tu vois, tu peux toujours aller chercher une information dans la barre de recherche, mais qui le fait vraiment? Je pense mmh, que je connais pas les statistiques, hein, sur ces questions-là, mais tu les connais toi, Émilie? Non, pas Bah, de tu vois d'utilisation de la non. mais en réalité, personne a envie de taper un mot-clé dans une barre de recherche d'un site. Éventuellement, sur Google, on sait qu'on va avoir une réponse, mais sur la barre de recherche d'un site, non. Donc je pense que les gens, ils ont besoin de simplicité, de réponses rapides. On est tous habitués à ça aujourd'hui et puis je pense que les outils comme ShotCleed mmh que vous proposez sont justement bien pensés pour ça. Et mh, puis pour les sites e-commerce, ce qui est quand même aussi très important, vu l'augmentation des coûts d'acquisition, la concurrence qui est toujours de plus en plus forte, si tu peux augmenter le temps passé moyen des visiteurs de mmh. 20% grâce à un outil comme Clead, bah franchement c'est déjà pas mal quoi, parce que enfin Ouais, c'est c'est sûr. aujourd'hui, c'est pas aux visiteurs près, hein, mais enfin ça dépend d'ailleurs où, les marques se trouvent, hein, parce que t'as des marques qui sont là tu as parlé d'Exception, de Smallable, qui sont des marques avec des forts trafics, mais des marques plus modestes avec des, 10 15 20 30 000 visites par mois, ben, tu vois, si elles peuvent, là ça fait une différence de garder un peu plus le contact avec les gens, de lui fournir l'information, dont il a besoin, ça peut faire la différence, quoi. Ouais, complètement, D'ailleurs, bah, j'ai une petite question par oui, rapport à ça. Excuse-moi, Adrien, je te coupe, mais pas de est-ce que vous avez des sites avec des trafics, on va dire dans les 50 000 utilisateurs par mois, ou c'est plutôt des sites euh, un peu plus importants en termes de visites? ouais, non, on a des sites où on a du 500 000, visites par mois. On a notamment bienmanger.com Ok, qui est intéressant parce qu'ils ont un gros catalogue, donc ils ont à la fois un gros volume, et à la fois un gros catalogue. Je crois qu'il y a 10 000 références. Donc ils ont à la fois de ok, la food, du vin, et cetera. ok. Donc je trouve que la partie conseil est hyper intéressante, dans le vin notamment. Donc ouais, on a des cas d'usage aussi sur des sites, avec des trafics plus importants. Ouais, complètement et après pour ces sites-là, là on parlait justement de l'impact un peu de l'IA et des LLM et de ce que fait un peu OpenAI en ce moment. Donc je pense qu'une des tendances actuelles, sur lesquelles les marques, il faut qu'elles se mettent, c'est tout ce qui est le GEO, donc Generative, Engine Optimization et pas que SEO parce que maintenant aujourd'hui l'enjeu il est là. Parce qu'il y a même des marques qui se demandent si elles vont pas, perdre, justement en trafic. Après, les statistiques qu'on a pu voir, depuis, l'avènement des LLM, c'est que certes, il y a déjà, hein, une baisse de trafic qui a été constatée, mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que ça convertit mieux. Le trafic qui arrive, il est un peu moindre, mais il convertit mieux et Ok, bon, c'est intéressant hem, ça. mouais, hem, voilà par contre, c'est vrai que Hem, le taux, qui vient de Google Search reste quand même meilleur, que le taux qui vient des LLM. Donc en gros, on a, les LLM, enfin pardon, Google Search en top, qui est tout ce qui est, optimisation par les ads et cetera.
hem, le trafic venant des LLM en 2 qui va convertir un petit peu moins, mais le trafic venant des LLM convertit mieux que le trafic, on va dire, classique, qui a été, heu, qui a été généré sans tout ce qui va être, Google Search. OK. 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 Ouais, c'est Donc des insights super, super intéressantes ça. C'est il y quoi a le des futur de Clead alors avec toutes ces ruptures technologiques, tu vois comment vous allez continuer sur ce modèle-là? Il y a déjà des petites choses, qui sont en train d'être en préparation, des nouvelles, features ou? les features à venir, nous, ce qu'on va avoir, donc là, c'est l'intégration dans Shopify là, qui arrive d'ici vraiment très peu. L'intégration dans beaucoup plus de CRM et de CMS en mode natif. Tout ce qui est, IA multimodal, donc on le fait déjà avec tout ce qui est WhatsApp Business, Messenger, Instagram, mais on va bientôt là le faire avec la voix. Enfin, on le fait déjà avec le text to speech et le speech to text, ça on l'a déjà ça, mais on va le faire aussi de manière, beaucoup plus immersive, sans qu'il y ait de coupure dans la conversation, donc comme on parle là actuellement. Hem et voilà et d'autres features qui vont arriver au fur et à mesure pour être toujours le plus intégré possible, dans les outils. Donc de booster aussi, bah, notre partie, Copilot AI pour aider les agents humains à être plus performants dans leurs réponses. Voilà, on fait ça aussi bien dans l'e-commerce que pour des corporates. Et aujourd'hui, on fait même aussi, on a des clients qui nous ont demandé des audits IA, et ça, c'est vrai qu'on commence à le faire parce que parfois on se dit: «OK, il y a tellement de choses sur l'IA, je sais pas où comment m'y retrouver et aidez-moi à savoir comment, l'intégrer, où le mettre dans mes process, comment». Donc faire déjà un audit avec une espèce de roadmap à la fin et ensuite de les accompagner de manière opérationnelle pour la mise en place et donc ça, c'est quelque chose qu'on fait, voilà, de l'accompagnement pour, aider, à mettre en place, ces audits IA. Parce que parfois on parle d'IA, mais parfois il y a pas forcément besoin d'IA pour tout. Ah bien sûr. Oui, Parfois c'est clair, c'est un abus de langage, tout le monde dit voilà, IA, 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 alors qu'en de fait c'est un partout. programme, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc parfois de l'automatisation suffit. Il y a notamment des outils, on avait, Make et Zapier qui étaient très à la mode, ces Ouais, dernières années. Maintenant c'est n qui a pris le pas. oui. Voilà et donc comme on a une maîtrise de ces outils et ben, on propose aussi à nos clients de pouvoir, voilà, de pouvoir utiliser cette automation, à différents niveaux. Notamment ça peut être, voilà, j'ai besoin d'extraire, les données de mon CRM vers mon CMS pour pousser, des produits et remplir bien les fiches, produits parce que j'ai mes données qui sont bien dans mon CRM parce que c'est une marketplace. Mais entre les 2 j'ai besoin d'un Airtable que je vais venir compléter de données, fournisseurs, mais il faut les relancer régulièrement par mail, donc on fait aussi une automatisation pour relancer, les emails. S'il a pas répondu après, 5 jours, on fait un mail de relance et cetera, pour que voilà, tout ce process soit fluide, et géré automatiquement dans, un outil comme n8n. Alors après, bien sûr, il faut plugger des nouveaux outils. C'est-à-dire que si on a l'habitude de fonctionner sur Google Sheet, ça passe, mais si on veut vraiment que les données transitent de A vers B puis C, mais aussi de C vers B, là, Google Sheet devient un peu limité, donc il faut passer par du Airtable pour que la donnée, puisse transiter de manière très, transverse. Voilà. Donc Incroyable. ouais, donc voilà, nous, on est assez fans de ces évolutions aussi au-delà de ce qu'on fait nous et c'est ça que j'aime beaucoup justement dans le sujet, e-commerce, IA et cetera. C'est qu'en fait, c'est un sujet assez ouvert et où en fait toutes les innovations, même si elles sont pas dans son propre secteur, c'est-à-dire que vous qui êtes une agence, Medusa qui est une agence, voilà, web au sens large et cetera, qui s'intéresse à ce que fait Clead, et inversement, et cetera. Donc, je pense que toutes les innovations, même qui sont hors contexte de ce que nous on fait, c'est toujours intéressant, parce que, l'innovation, permet, d'améliorer, la productivité de nos clients et parfois de voir si une innovation ne pourrait pas être intégrée à nos outils existants. Je trouve que c'est hyper intéressant et challengeant pour voir comment le faire et qu'est-ce que ça apporterait concrètement
est-ce que c'est une bonne innovation ou pas pour nous? Donc faut aussi avoir ce côté assez critique heu, pour ne pas non plus, se mettre sur trop de sujets, quoi. Vous avez encore une dernière, remarque avant qu'on passe à notre question de fin? Ouais. Arnaud, tu as quelque chose Bah, ouais, qui te demande? j'aimerais demander à Adrien, quelle est sa vision pour les e-commerce, sur, ces 12 prochains mois? Quels vont être pour lui les challenges, les plus, importants à relever, que ce soit en lien avec Clead ou pas d'ailleurs, hein? Ce qui reste déjà beaucoup plus, Ouais, facile c'est vrai. à estimer, on va dire, même si, je pense que enfin, pour moi, chaque, site, heu, enfin à titre perso, hein, devrait, être équipé d'un outil, qui permet aux gens de d'avoir une réponse instantanée, quasi instantanée à n'importe quelle question qu'ils ont. Enfin parce qu'en fait, je comprends pas qu'on puisse pas, se dire que cette solution, elle facilite en fait, pour moi, elle est même plus un nice to have, elle devient vraiment un must have grâce à toute la capacité des outils maintenant, de tout ce qu'on a pu dire avant. Donc pour moi, je vois bien, heu, la grande majorité des sites être équipés d'outils comme ça, parce OK, que ceux qui ne le font pas, vont être vraiment, hem, «à la traîne» entre guillemets. C'est comme si, tout le monde prend une voiture et qu'il y en a un qui est toujours avec son vélo. Enfin, hem, voilà, à un moment, il faut pouvoir prendre le train, en marche. Alors bien sûr. Et est-ce que pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, est-ce que tu pourrais nous donner un site où le maximum de fonctionnalités de Clead ont été déployées? Pour qu'on puisse nous-mêmes tester, en fait. ouais, bah, en fait, alors ils sont un peu, à chaque fois un peu scindés. Donc ça peut être testé sur, par exemple sur, Gillis.com, heu, OK, sur la partie à la fois conversationnelle et art de décision, donc ça je trouve ça pas OK, mal. Sur Manfield, dans la chaussure, il y a à la fois la partie plutôt agent humain, parce qu'on a aussi des agents humains, OK, qui sont basés, plutôt au Madagascar, qui répondent, voilà, en complément de l'IA. Si une marque préfère avoir de l'humain, voilà, on peut déployer cette qualité-là, donc ça c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps. C'est une marque qu'on accompagne depuis au moins 4 ans, même avant l'IA, générative, c'est déjà sur cette approche IA humain, mixé. Donc voilà. Ils ont aussi du conseil taille sur Mindfield. Donc voilà, tu as souvent 2-3 features, on va dire, par site. Mais je pense que la qualité d'Arco aussi, elle est bien testable sur bienmanger.com qui a un gros catalogue, on se rend bien compte ouais, bien qu'on sûr. a. Le Gift Finder sur, sur Maison Francis Kurkdjian. Le WhatsApp, que tu peux tester si tu même en tant que non résident sur la ville de Courbevoie, tu peux n'hésite pas à tester. Donc OK, voilà, pas mal pas mal. de cas Ça en fait d'usage déjà comme pas ça. mal. On Ouais, mettra les liens en description alors. ça marche. Top. Et du coup, on arrive à notre toute, dernière question. Il n'y a pas que le e-commerce, dans la vie. Est-ce que tu as des recommandations, autres que business, livres, podcasts, séries Netflix, à partager? Histoire, de se changer un petit peu les idées? Alors je dirais dans les livres, tu as, Zero to One, je crois qui est un des livres vraiment référence, dans l'entrepreneuriat et la tech. Donc voilà, si on devait en retenir qu'un, je pense que ce serait celui-là. Et en fait, dans les podcasts, moi, j'aime beaucoup, Génération Do It Yourself, de Matthieu Stéphanie, qui pour moi, pareil, voilà, si on devait en retenir qu'un, ce serait celui-là. Parce que c'est vrai que j'en écoute pas des masses et donc j'aime bien me concentrer sur un élément voilà, que j'ai choisi et où je sais que ça va être, bien, en termes à la fois d'informations, de choses que je vais apprendre et cetera. Donc ouais, je dirais ces 2 là. Heu, non après tu as, le film Chien 51 avec l'IA d'ailleurs pour Ah! aussi dans le Ouais. domaine, Ah oui, je l'ai pas vu encore ça. qui est On assez m'a incroyable. recommandé déjà plusieurs fois, je Il y crois a que une Ah ouais? c'est, réflexion, ouais. qui intègre l'IA en disant, bah, justement que l'IA dans le futur ça va être un peu, ça va prendre le contrôle, des outils de la police et que si eux-mêmes perdent le contrôle, ça devient un peu l'arme qui se retourne contre nous donc c'est assez intéressant.
OK, excellent. OK. Merci, 1000 fois, Adrien pour ta venue. Bah, avec plaisir, merci à tous les 2 pour, le super expérience, l'échange qui était vraiment super, intéressant, fluide, j'ai bien aimé, on a pu parler de plein de choses, à la fois de Clean mais pas que, du marché de l'IA et cetera. Donc il y a plein de choses que j'ai pas eu le temps de dire, mais, ça aurait On été, Tu fera un reviendras épisode, l'année 2 si prochaine. tu le on se souhaites, referait un épisode l'année prochaine, ce serait avec grand plaisir. avec, plaisir. À très bientôt. Allez, Ciao. à très bientôt. Ciao. Bienvenue dans le Rendez-vous e-commerce, le podcast 100% dédié au e-commerce francophone. C'est parti pour un nouvel épisode du Rendez-vous e-commerce.